En 8, le 8 générations. figure 8. En 20, le 20 générations. Donc en fait, c'est une petite escalade. Évidemment, il va crescendo. Parce qu'on se demande jusqu'où il va aller. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, il nous fait une feld-up. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle réaction analyse. Après combo, on va s'intéresser au storytelling d'Ego. Petite précision, je suis vraiment désolé de ne pas commencer tout de suite par la vidéo d'Ego, voilà, d'appuyer sur play, mais pour être tout à fait transparent avec vous, je dois vous le dire et je dois m'excuser, en tout cas vous présenter mes excuses. J'ai déjà vu les 15 premières minutes de la vidéo d'Ego qui en fait 34. Donc, il me reste 20 minutes à découvrir. Pourquoi je fais quand même une réaction? Parce que, je sais pas vous, mais moi j'estime qu'une réaction à un truc qu'on a déjà vu, c'est plus vraiment une vidéo de réaction. Deux choses pour vous expliquer ma logique. Petit 1, en fait, comme je viens de le dire, il me reste 20 minutes à découvrir, c'est les 20 dernières minutes. Donc, on va avoir plein de surprises. On va aller ensemble de surprise en surprise. Et petit 2, je fais des réactions qui sont à but analytique. Le but, c'est pas juste de faire des grimaces en étant « Oh là là, oh c'est trop bien, waouh !» C'est pour ça que mes vidéos de réaction durent 2 fois ou 3 fois plus longtemps que les vidéos que je commente. C'est parce que, évidemment, j'arrête pas de mettre en pause pour expliquer des choses sur le storytelling du créateur dont je commente le contenu. Donc voilà, j'aurais aimé pouvoir partir de zéro, mais il s'avère que j'ai enregistré, en fait j'ai commencé à enregistrer la réaction, et je me suis aperçu au bout donc de 15 minutes de la vidéo d'Ego que oui, j'avais mon facecam qui tournait bien, j'avais mon micro qui était bien branché, qui enregistrait, mais j'avais oublié comme un crétin de lancer l'enregistrement sur OBS. Donc je suis navré, je suis très en colère contre moi-même. Voilà, ça va casser un petit peu le naturel, mais du coup il y aura moins de côté réactif et plus d'analyse sur les 15 premières minutes. Et après, je serai comme vous, je découvrirai la vidéo. Cette vidéo donc, c'est le jeu de la vie de Ego, un titre très minimaliste, on pourra en reparler, mais je vous propose de sans plus attendre se lancer dans la découverte. Voilà, on a cette miniature très minimaliste, on pourra parler aussi de la miniature, donc voilà, cette petite miniature avec ce qui ressemble à un point d'interrogation. Je vous en dis pas plus, peut-être que vous avez vu la vidéo et que vous voulez avoir un côté analytique, peut-être que vous découvrirez la vidéo au fur et à mesure de la réaction. Franchement, je vous conseille plutôt de mettre ma vidéo en pause et d'aller regarder la vidéo d'Ego avant de venir regarder la réaction. Après, elle en est à 2 millions de vues, donc je pense qu'a priori, si vous êtes atterri ici, si vous avez atterri ici, pardon, c'est que vous connaissez l'original. La flûte très agaçante. J'ai oublié. Et on ne part pas que vous et moi, on part sur le dos de 7 petites créatures qui se proposent d'être notre guide dans une simulation mathématique aux règles très simples, sur une grille en 2D théoriquement infinie, dans un univers dont la simplicité des règles ne laisserait pas une seule seconde le néophyte que vous êtes probablement. Imaginez ce qui s'y déroule. Je sais qu'Ego, il y a des vidéos où il dit je parle beaucoup trop vite. Je crois que c'est dans un live Twitch où il dit ouais, quelqu'un lui pose la question, il dit ouais, je parle trop vite et tout, mais là je sais qu'on est en 1.10, mais c'est une manière de gagner un peu de temps. Mais ça fait beaucoup d'informations, si vous regardez. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous faire tenir? Bon, déjà le fait que vous connaissez probablement la chaîne Ego, parce qu'il a plus de 800 000 abonnés, et je pense que ça joue, ne serait-ce que dans la miniature. Je vous ai dit qu'on allait reparler de la miniature. En fait, elle est très minimaliste. Le titre aussi est très minimaliste. Est-ce que ça aurait fait 2 millions de vues si c'était la première vidéo d'une chaîne qui commence avec 0 abonnés? Probablement pas. Ça aurait pu faire 200 000, 400 000, peut-être 800 000 vues. Peut-être même 1 million, ça arrive à certaines personnes, ça va dépendre bien sûr de la qualité de la vidéo, mais c'est quand même une prise de risque. Si vous comparez ça avec les autres miniatures, on va faire un peu de place sur l'écran, un peu les autres miniatures de Ego qui sont beaucoup plus, disons, spectaculaires, qui vous montrent, voilà, le Trackmania, on a une voiture, elles sont plus colorées, sur Portal, bah, évidemment on a un truc très coloré, pareil pour les trombones d'ailleurs. Donc vous voyez que la miniature de cette vidéo, le jeu de la vie, elle fait un peu tâche au niveau de ce qu'on va appeler un petit peu l'identité graphique d'Ego, même si je trouve pas qu'au niveau des miniatures, il a vraiment une identité à lui, ça pourrait être des miniatures d'une autre chaîne. Là, ça rompt, et c'est donc une prise de risque. Il peut se permettre cette prise de risque aussi parce qu'il a 800 000 abonnés. Je reviendrai peut-être un peu plus tard dans la vidéo sur les histoires de proportionnalité. À quel point une vidéo peut exploser si la personne qui la sort a très peu d'abonnés. Ça reste une prise de risque et on voit que ça commence par vraiment beaucoup d'informations. On a la petite musique de flûte qui se veut un peu étrange, un peu enchantée, à la fois mystérieuse et un peu féerique. Il nous a tout de suite dit qu'on partait pour un voyage. Donc, ok, bien sûr, c'est un peu le principe du storytelling, de vous faire voyager, même si c'est pas sur des lieux différents, c'est dans des époques différentes, c'est dans des états mentaux. Si on vous raconte une histoire de true crime,
Vous allez voyager aussi, hein, tout simplement. Vous allez vous mettre dans les chaussures des victimes, voire peut-être dans certains cas dans les chaussures du coupable. Bref, dans les chaussures des enquêteurs aussi. Mais on a une petite, ce qu'il appelle une petite créature. Alors c'est intriguant, qu'est-ce que c'est que cette créature, où est-ce qu'elle va? Il a parlé d'une grille infinie, donc ça permet de dire que peut-être que l'ampleur, et ce que je vais appeler l'amplitude, ou disons l'envergure de la vidéo va être, je cherche mes termes, vertigineuse, c'est le mot que je cherchais, vertigineuse, parce que si c'est infini, si la grille sur laquelle se déplacent les créatures est infinie, où est-ce qu'on va? Mais ça fait quand même beaucoup d'informations pour commencer. On va voir comment il va nous faire tenir. Voilà ce qu'on appelle de la soupe. Ah, voilà. Une histoire, une image très forte tout de suite qui contraste. Vous avez vu, on a eu cette toute petite créature toute seule, ce petit point. Voilà ce qu'on appelle de la Boum. soupe. Plein de petits points. Certains l'appellent la soupe primordiale, c'est une notion initialement moins quadrillée que ce que vous êtes en train de regarder, puisqu'à la base c'est un concept qui hypothèse la manière dont la vie a pu commencer sur Terre il y a 3 à 4 milliards d'années. C'est une théorie qui présente une sorte de soupe, un environnement riche en composés organiques dont la vie pourrait avoir émergé. Alors, comme je vous ai dit, moi j'ai vu seulement les 15 premières minutes, donc je ne sais pas comment ça finit, mais j'ai des gros pronostics sur comment ça finit. Et en le revoyant, en fait, je vous donne un peu le contexte, même si en fait il est en train de le faire. Donc ce jeu de la vie, c'est un programme informatique qui, d'une certaine manière, avec toutes les limitations, parce que c'est un vieux programme, vous allez voir, en fait c'est pas du tout un truc qui a été créé genre en 2010 ou en 2020. Avec ce programme, l'idée c'est de vous montrer ce que serait une simulation de la sélection naturelle. Voilà, théorie de l'évolution, Darwin, sélection naturelle, de l'origine des espèces. Il faut que je parle un peu moins vite, désolé. Je dois avoir le bouquin quelque part qui traîne là-haut. En fait, c'est donc implicitement, avec toutes ces imperfections, quelque chose qui simule à quel point, si vous laissez des milliards et des milliards d'itérations à de la vie qui se reproduit, ou qui échoue à se reproduire et qui meurt, vous arrivez à des trucs plus ou moins fantasques. Et donc, j'avais pas fait attention à ce passage la première fois que j'ai enregistré la réaction, mais en fait là, il est en train déjà de faire un setup payoff, parce que cette fameuse histoire de soupe primordiale, comme il vous l'a expliqué, c'est un truc qui est lié à l'histoire de la vraie vie sur Terre, en fait. Je pense que 34 minutes de vidéo sur juste ce jeu, cette simulation, c'est trop long. Et si je me fais à ce qu'il a fait sur sa vidéo sur les trombones, alors j'ai plus le timing exact, mais c'est pareil, vous avez probablement vu la vidéo d'Ego sur les trombones, qui est excellente, vraiment très bien. Pour 38 minutes de vidéo, l'accroche, le tunnel, disons l'embout de l'entonnoir par lequel on va rentrer dans sa narration, c'est un petit jeu. Très minimaliste en plus au niveau de l'interface graphique. Donc pas du tout un truc très glamour, très excitant. C'est compliqué de passer 38 minutes sur un jeu qui est aussi peu visuel. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À un moment de la vidéo, alors je vais dire au milieu à peu près, c'est peut-être au bout d'un tiers, mais probablement le milieu, ça serait logique que ce soit par là pour des raisons de technique d'écriture scénaristique, on permute, on passe à quelque chose d'autre. Il élargit le spectre, on arrête de parler du jeu en question pour parler d'un enjeu plus global. Je ne vous dis pas quel enjeu, au cas où vous n'auriez pas vu la vidéo sur les trombones. Je pense que c'est ce qui va se passer ici, parce que 34 minutes sur le jeu de la vie, c'est long. Mais par contre, pour avoir une conclusion impactante, une conclusion qui va vous toucher émotionnellement, qui va vous faire avoir des étoiles dans les yeux, et je vais revenir sur cette notion de avoir des étoiles dans les yeux à travers un script, en fait, il faut élargir. Au bout d'un moment, il faut sortir, même si le jeu en lui-même est passionnant, même si tout ce qui s'y passe est hallucinant, le moyen de finir la vidéo sur un point d'orgue, sur un climax, si vous aimez les anglicismes, c'est tout simplement de dézoomer et de vous dire, voilà, tout ce qui s'est passé dans ce jeu de la vie, c'est ce qui s'est passé pour nous. Parce que nous, petits êtres humains, nous et d'ailleurs toutes les autres formes de vie qui nous entourent, qu'elles soient animales, végétales, c'est incroyable qu'on ait réussi à apparaître et à survivre pendant X millions d'années, ou dans le cas de l'homme, ça dépend comment vous comptez, mais Homo sapiens c'est 150 000 ans je crois. Voilà, c'est incroyable qu'on soit encore là au bout de tout ce temps, et ça montre à quel point la vie est précieuse, à quel point elle est rare dans l'univers, etc. Normalement, ça devrait finir sur un dézoom comme ça, qui fait que vous avez presque la sensation d'être en apesanteur, parce que vous êtes en train de réfléchir à votre vie, à votre mortalité, à votre place sur la Terre, à votre place entre les générations d'êtres vivants, et à votre place dans l'univers. Mais en fait, finalement, c'est un setup payoff. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, il est en train de vous parler de la soupe primordiale, et on va revenir à cette notion de soupe primordiale quand on sortira de la partie consacrée vraiment à la simulation en tant que telle.
C'est une théorie solide, même si on reste ouvert à d'autres hypothèses. En tout cas, c'est mon L'avantage pour postulat. nous, c'est que la soupe primordiale dont on va parler aujourd'hui, on peut la créer chez nous, la voir évoluer sous nos yeux, dans un jeu vieux de plus de 50 ans, aux règles très simples que n'importe qui peut faire tourner sur son PC pour s'amuser à jouer avec les paramètres initiaux. Ceci dit, vous n'avez rien besoin de faire. C'est moi qui m'en charge. Et même plutôt, c'est notre petite créature qu'on va suivre. Là, c'est très intéressant. Vous avez trouvé que je parle beaucoup, mais c'est le principe de ces analyses. Il vous explique brièvement le concept de soupe primordiale, mais il vous dit que vous allez le faire chez vous, ce qui permet en fait que ça soit pas trop, roboratif. Dans le sens où vous allez cliquer sur une vidéo pour vous détendre, vous êtes abonné à Ego, ou même si vous n'êtes pas abonné, vous regardez souvent ces vidéos parce que vous en avez vu 1, 2, 3, 5, et l'algo vous les renvoie et vous kiffez et vous cliquez. Vous vous attendez pas forcément à ce qu'il vous parle en fait de ce qui est techniquement de la vulgarisation scientifique. Donc il faut pas mettre trop de concepts pointus au début, et on a vu que c'était déjà riche en informations. Là on est seulement à la première minute, on a eu l'histoire de la grille infinie, on a eu l'histoire de la soupe primordiale qui est une notion de biologie / théorie évolutionniste. Il vous dit mais on peut le faire chez vous. Ah, donc c'est ok, c'est simple, c'est pas trop compliqué. En plus il nous dit mais vous avez rien à faire, c'est moi qui vous emmène en voyage. Ok, c'est encore pas trop compliqué, j'ai encore moins de trucs à faire. Et au passage, il a dit un autre truc qui était... J'ai perdu. Il a dit un autre truc qui permet... Ceci dit, vous n'avez rien besoin de faire. C'est moi qui m'en charge. Et même plutôt, c'est notre petite... avec les paramètres initiaux. 50 ans, aux règles très simples. Oui, il y a aussi un élément intriguant qui est de dire, ah putain, en fait, le jeu, il a 50 ans, quoi. Quand je vois l'interface graphique, je pourrais me dire que c'est pas du tout un jeu qui a 50 ans et que c'est juste un jeu indé qui vient de sortir mais qui a un parti pris très minimaliste. Donc on a aussi une petite touche de « Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Ah oui, c'est le début d'une sorte de... » Je vais pas dire allez, à ce stade de la vidéo, qui de toute manière n'est pas monétisé d'ailleurs. Donc je ne monétise pas quand je réagis aux vidéos des autres. Allez hop. N'importe qui peut faire tourner sur son PC pour s'amuser à jouer avec les paramètres initiaux. Ceci dit, vous n'avez rien besoin de faire. C'est moi qui m'en charge. Et même plutôt, c'est notre petite créature qu'on va suivre tout le long de cette vidéo pour découvrir, à ses côtés, le monde dans lequel elle évolue. Et si j'imagine bien que vous trouvez pour le moment que le monde en question ne paye pas de mine, je vous assure que ça va loin. D'ailleurs, pour vous aider à suivre si ça devient trop compliqué, vous avez dans la description le lien d'un site. Alors c'est excellent ce qui se passe. Au niveau storytelling, bon, il nous assure que ça va loin. Ça c'est une manière de nous promettre beaucoup de choses. Parce que bon, on a cliqué sur un truc, c'est noir et blanc. En fait, c'est pas forcément très vendeur. Et c'est pour ça que je le répète, c'est une énorme prise de risque, je trouve. C'est une grosse prise de risque qui est pondérée par le fait qu'Ego est déjà une chaîne très importante et qu'il a une fanbase très solide. Mais si c'était votre première vidéo, au-delà du fait que c'est quand même un très bon niveau de montage, etc., c'est compliqué de faire rester les gens sur un truc qui est aussi peu attrayant pour l'œil, à moins que vous ayez des traits autistiques, et je le dis, c'est pas péjoratif, hein, juste factuellement. Vous allez voir que c'est typiquement une vidéo qui pourrait beaucoup fasciner certaines personnes ayant des traits autistiques, mais sinon, vous allez cliquer sur YouTube plutôt pour avoir des trucs très colorés, etc. Et donc, le truc qui est excellent, et là où je voulais en venir, parce que avant, je vous ai parlé de la technique de storytelling consistant à dire, ok, on va aller très loin, donc, j'ouvre une porte vers une rampe de lancement. Vous voyez là-bas, ça décolle quelque part, donc vous inquiétez pas, on va monter en gamme, on va monter en régime, ça va être de plus en plus fou, etc. C'est léger, mais c'est une petite piqûre de rappel. En fait, il faut en permanence, pas forcément en permanence, pas à chaque phrase, mais il faut régulièrement rappeler au viewer pourquoi il est là, ou lui promettre des choses, ou lui donner envie d'en savoir plus, parce que je rappelle que YouTube, c'est extrêmement concurrentiel. Si j'enlève mon plugin qui bloque les suggestions, voilà, à côté de la vidéo d'Ego qui est en noir et blanc, j'ai alors certes d'autres vidéos d'Ego, mais vous voyez, j'ai beaucoup de miniatures colorées. Voilà, j'ai la vidéo de Great Review sur Sea of Thieves, j'ai une autre vidéo d'Ego, j'ai ce truc là, Code BH, j'ai simulé l'évolution des créatures aquatiques, c'est tout bleu et blanc, c'est très contrasté. Beaucoup de suggestions qui sont liées à la vidéo qu'on est en train de regarder, quelques suggestions plus personnelles, comme par exemple cette reprise au piano de Dissection, Where Dead Angel Lies, très très bon groupe de death metal mélodique, Black and Death si je dis pas de bêtises, bref. Mais voilà, faut savoir que la plupart des gens n'ont pas ce genre de plugin quand ils sont sur YouTube. Vous-même, sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou sur votre télé connectée, vous n'avez probablement pas les trucs qui bloquent ce genre de choses. Et donc, vous allez être, soit au moment où vous voyez la miniature d'Ego, soit au moment où vous regardez sa vidéo, vous allez avoir, ou soit à la fin même, au passage, vous allez avoir des tas de tentations. Vous pouvez à tout moment vous arrêter de cliquer et aller cliquer sur autre chose. Donc, il faut quand même promettre que ce noir et blanc, il va quelque part. Et là, ce qui est vraiment excellent, c'est, en fait, on va voir si vous devinez ce qui se passe. Parce que là, il est en train de dire qu'il a fait un site pour qu'on arrive mieux à suivre. Excellent.
d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue d'attention envers le viewer, c'est trop cool. Et puis ça rajoute de la plus-value à la vidéo. Il n'a pas juste fait une vidéo YouTube en voix off avec du montage. Il a fait tout un fichier, tout un site pour qu'on comprenne comment ça se passe, etc., pour nous aider à comprendre. Il fait de la pédagogie, il fait de la vulgarisation. Mais en fait, ça sert à un propos particulier. Qui vous permettra de vous y retrouver plus facilement. J'y retrace notre petit voyage dans les grandes lignes, avec les règles, les dates, les catégories de configuration, bref, de quoi retomber sur vos pattes en cas de besoin. Et d'ailleurs, ne me remerciez pas, le site est fait maison avec mes petites mains, grâce au partenaire de cette vidéo, Odoo. Odoo pour ceux... Voilà, on va pas se taper la collaboration commerciale, évidemment, mais il a fait un site à visée pédagogique, mais il l'a fait avec le sponsor du site, qui est justement un truc qui permet de faire des sites et de les héberger, si je ne dis pas de bêtises. Faut vraiment que je parle moins vite. Voilà, excellent placement de produit, parce qu'en fait, c'est complètement intégré dans la vidéo. C'est pas, il était en train de nous parler d'un jeu qui simule la sélection naturelle, et d'un seul coup, au fait, j'ai des bijoux, j'ai des bijoux, ou j'ai NordVPN, ou je sais pas quoi, enfin, un truc qui n'a aucun rapport. Là, il a appliqué le produit du sponsor à sa création de contenu. Donc forcément, ça ne veut pas dire que vous allez tous vous ruer pour ouvrir un compte chez Odoo, mais c'est sur une échelle de qualité de placement de produit, on est plutôt sur du 7 sur 10, quoi, que sur du 5 sur 10, etc. C'est très très astucieux de sa part. Il est bon. Conway, parce que cette version, Donc, vous comprenez un voyage auquel on pour vous aider, un lien sur lequel il vous suffit de cliquer pour vous lancer avec Odoo. Et un autre lien, évidemment, pour vous aider à suivre notre petit voyage plus facilement. Petit voyage auquel on va retourner, d'ailleurs. En fait, nous voilà de retour dans notre soupe primordiale. Et vous n'y comprenez rien, et c'est normal, donc on va commencer par la base. Ça, c'est ce qu'on a... On retourne dans la soupe, hein, il a dit aussi notre petit voyage, donc il va, comme on dit, filer la métaphore. Dans le cas de la soupe, c'est pas une métaphore, parce que c'est littéralement comme ça que ça s'appelle. Et voilà, il réutilise les termes pour que votre cerveau, en fait, il rentre plus facilement dans la vidéo, qui est très dense en informations, de ce que j'ai vu, et très complexe. Je pense que vous le voyez déjà là, qui a un gros niveau de complexité, même à l'image d'ailleurs, c'est le bordel. Appelle le jeu de la vie de Conway, parce que cette version a été mise au point par un mathématicien du nom de John Conway en 1970. Ce jeu de la vie fait partie d'une catégorie de jeux assez particulière qu'on appelle le jeu à 0 joueur, c'est-à-dire qu'il se joue tout seul. Ici, plus spécifiquement, on a affaire à ce qu'on appelle un automate cellulaire. Un automate cellulaire, c'est un modèle mathématique composé de cellules qui interagissent entre elles selon des règles précises. On va faire simple et fonctionner avec ce qu'on voit ici pour comprendre. Là, En fait, c'est bien parce qu'il a dit automate cellulaire, des règles, machin, c'est très abstrait. Même s'il a montré quelques dessins, et donc là il faut rendre concret ce qu'il a dit. En fait là il est en train de vous dire, par exemple, il n'emploie pas le terme, mais c'est ce qu'il est en train de faire. On a une grille, théoriquement infinie, en 2D. Tous les petits carrés que vous voyez formés par la grille, ce sont des cellules qui peuvent être dans deux états, mortes, en noir, ou vivantes, en blanc. Chaque cellule est entourée par 8 autres cellules, qu'on appelle des voisines. Ok, ça c'est la base. Ça fait beaucoup d'informations, mais heureusement il a cet excellent motion design, et petit message, si vous êtes monteur, formez-vous au motion design. Parce que vraiment, je ne remettrai pas ma main à couper, évidemment, mais en tant que personne qui gagne sa vie avec YouTube depuis 4 ans maintenant, en travaillant pour les chaînes des autres, et donc en étant payé basiquement pour étudier l'écosystème YouTube, le motion design, c'est l'avenir. Alors, techniquement, c'est déjà le présent, mais c'est tellement un outil formidable pour rendre compréhensible le propos, pour rendre les vidéos attractives, pour les rendre vivantes, pour garder l'attention des gens, tout en ayant une valeur ajoutée, notamment dès que c'est pédagogique. Enfin, avoir du motion design, c'est la base en fait. Avoir des schémas statiques, c'est déjà bien, si vous ne pouvez pas vous payer un motion designer ou si vous ne maîtrisez pas la technique, mais dès que vous pouvez rajouter de l'animation, ça rajoute ce que moi j'appelle de la juiciness, et d'ailleurs c'est un terme qui vient de l'industrie du jeu vidéo. Maintenant, comment est-ce qu'on donne vie à tout ça ? Déjà, le jeu fonctionne par génération, une par une. L'état de la génération actuelle, donc ce qu'on voit là, va déterminer l'état de la génération suivante. Et on avance, génération par génération. La grande question, c'est de savoir selon quelles règles on génère chaque génération. L'avantage pour nous, c'est que tout le principe du jeu de la vie de Conway, c'est d'avoir des règles très simples et de voir à quel point les choses peuvent devenir complexes. Et pour le coup, c'est difficile de faire plus simple. Heureusement qu'il y a les figures qui se mettent à l'écran, parce que là encore, c'est très riche en informations. Si vous n'êtes pas familier du sujet, et selon votre état, hein, si vous regardez ça après une dure journée de travail, ça peut être difficile à suivre. Donc on a l'animation qui rend le truc aisé, et après, Ego est en train de nous dire, c'est simple. Les règles sont simples. Bon, c'est un peu de la méthode Coué, mais on va voir.
puisque le jeu de la vie n'a que 2 règles, qu'on comprend très facilement Voilà. si on réfléchit aux cellules Donc comme à c'est de vraiment vraies simple. populations. S'il y a La que deux première règles. règle, c'est qu'une cellule morte qui a exactement 3 cellules voisines vivantes devient vivante. En gros, la vie, dans les bonnes quantités, crée la vie. La deuxième règle, c'est qu'une cellule vivante qui possède 2 ou 3 voisines vivantes reste vivante. Plus de 3 voisines et la cellule meurt, comme s'il y avait surpopulation. Moins de 2 voisines, la cellule meurt, comme s'il y avait sous-population. C'est très astucieux comme du point de vue du mec qui a conçu le jeu. Alors il y a un postulat, hein. Pourquoi quand il y a 3 cellules, ça génère la vie, etc. Mais par contre, ça fait un vrai... Il y a presque une structure narrative déjà juste dans le game design, quoi. C'est-à-dire, vous êtes en train de faire un yo-yo entre trop de cellules, pas assez de cellules, trop de cellules, pas assez de cellules. Un peu comme sur un circuit de course où si vous allez trop à droite, c'est l'accident, si vous allez trop à gauche, c'est la sortie de piste. On va prendre un exemple pour que vous assimiliez le concept plus facilement. Voilà 3 cellules vivantes côte à côte. Pour chaque cellule du groupe, on va calculer ce qui va se passer lors de la génération suivante. Ok, pour cette cellule, on regarde ce qu'il y a autour. Dans son entourage direct, elle a 2 voisines vivantes. Super Donc, motion selon design. cette règle, elle reste vivante. Pour cette cellule, pareil, 2 voisines, donc elle reste vivante, et pour cette cellule aussi. Donc ces 3 cellules vivantes restent vivantes. Mais qu'est-ce qu'il advient de cette cellule qui est morte ? Elle n'a pas seulement 2 voisines vivantes, mais 3. Ce qui veut dire, selon la première règle, qu'elle devient vivante. La vie, en bonne quantité, crée la vie. Bon, elle vient de créer quelque chose, c'est pas mal déjà. Mais qu'est-ce qui va se passer Très lors de la stylé. prochaine génération ? Eh bah, comme chaque cellule vivante possède 3 voisines vivantes, toutes les cellules restent vivantes. Ce qui nous donne ce qu'on appelle un bloc, l'une des configurations les plus courantes du jeu de la vie de Conway. Voilà comment le jeu de la vie fonctionne. À chaque génération, le logiciel calcule l'état de chaque Ce qui est bien, c'est qu'il a pris une forme simple, parce qu'un carré, voilà, même si vous êtes une quiche en géométrie, comme c'est mon cas, un carré, ça parle à tout le monde. cellule présente sur la grille en même temps. Et on avance. La vitesse, c'est moi qui la gère, ça dépendra de nos rencontres. Bref, ce bloc, il appartient à une grande catégorie de configurations qu'on appelle des natures mortes. En gros, ce sont des configurations qui ne bougent pas. On en trouve un paquet. Et elle, on l'appelle la ruche, elle, la table miroir. Et c'est bien, ça nous fait de jolis dessins, mais c'est pas palpitant non plus. Nous, on veut du mouvement. Donc je vous montre. Voilà. Ok, là il vient de dire donc je vous montre et je suis obligé de parler de la méthode South Park si tôt dans la vidéo. Donc méthode South Park, je rappelle, si vous n'avez pas vu ma vidéo de réaction où j'analyse le storytelling de Combo, la méthode South Park c'est postulat de départ, hein, c'est ce qu'utilisent les créateurs de South Park à chaque fois qu'ils font un épisode. Donc imaginons, on va inventer ensemble un épisode de South Park, Cartman veut aller se mettre aux arts martiaux. Cartman a écouté un podcast américain qui parle de jiu-jitsu brésilien, il veut aller aux arts martiaux. Donc, il demande à sa mère de l'inscrire au club. Mais sa mère refuse parce que la mère de Cartman est très protective et donc elle veut pas qu'il aille aux arts martiaux parce qu'elle a peur qu'elle se blesse. Donc Cartman fait le mur la nuit et fait un document où il falsifie son âge pour s'inscrire et il contrefait la signature de sa mère. Donc il réussit à s'inscrire aux arts martiaux, mais là il se fait bully par des gens qui sont plus vieux que lui, etc. Bon, c'est pas foufou comme épisode, mais vous voyez que l'idée c'est qu'il y ait des obstacles, et ça c'est le mais. Cartman veut aller aux arts martiaux, mais sa mère refuse de l'inscrire. C'est un mur à franchir. Et donc, vous pouvez considérer ça comme un toboggan glissant. Donc, il falsifie ses papiers, et du coup, il réussit à être accepté dans le club. En fait, on pourrait remplacer les donc par des simples et. Genre, et, il se passe ça. Conséquence, en fait. Cartman falsifie ses papiers, et il réussit à s'inscrire au club d'art martial. Ça fonctionne. Par contre, si vous enlevez le mais, ça fonctionne plus. Parce que du coup, ça veut dire que tout est une ligne droite, fluide, sans obstacle, donc sans rebondissement, sans péripéties, sans problème à résoudre. Ça veut dire que ça donnerait Cartman veut s'inscrire au jiu-jitsu brésilien, et sa mère accepte, et il s'inscrit, et il va s'entraîner, et il progresse, et il passe des ceintures. Vous notez que dans l'histoire, il ne peut pas y avoir des bullies. Vous ne pouvez pas dire il s'inscrit au club et il se fait bully. Ça marche pas trop parce que c'est pas dans le plan, c'est pas prévu. Il s'inscrit au club, mais il se fait bully. Et donc cette méthode, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer quand vous faites de la fiction, quand vous faites un épisode de South Park par exemple. Ça marche. Alors dans les vidéos YouTube, c'est vraiment un peu la base. C'est vraiment genre l'ABCD d'écrire une vidéo YouTube. Ça marche évidemment particulièrement bien si vous racontez l'histoire de quelqu'un de vivant, parce que souvent, quand vous racontez l'histoire d'un athlète, d'un musicien, d'un artiste, d'un chef d'entreprise, d'un politicien, vous allez avoir des rebondissements. Voilà. Si c'est juste, il s'inscrit à Sciences Po, et il sort de Sciences Po, et il passe l'ENA, et il devient ministre, et il est élu président, on se fait chier, quoi.
Alors que si c'est il est nommé ministre, mais en fait il se fait pourrir par l'opposition et du coup il donne sa démission et il se présente aux élections, mais il n'est pas élu la première fois. Ce qui était le cas de Jacques Chirac, par exemple, un Premier ministre qui s'est fait battre par Mitterrand avant de enfin réussir. Donc forcément, pour avoir une structure qui vous tient en haleine, en fait, il faut qu'il y ait des obstacles, et les obstacles, ils se traduisent par un « mais » en termes de structure, un « mais » narratif. Et là, c'est ce que vient de faire Combo, en fait. Il nous a montré les petits blocs et tout, mais c'est statique. Donc, on va aller voir comment on peut créer du mouvement. Et là, ça peut paraître anodin, parce que vous n'êtes peut-être pas très investi émotionnellement dans un truc qui parle juste de petits blocs colorés en blanc sur une grille noire. Mais vous allez voir, je vous invite vraiment maintenant à faire attention. Je ne vais pas le relever à chaque fois qu'il y a un enchaînement, mais donc, essayez d'y prêter attention. Vous allez voir que c'est récurrent dans la narration d'Ego. 3 cellules vivantes côte à côte, et c'est votre premier exercice. Mettez sur pause, je vous laisse réfléchir à ce que ça va donner. Ok, on reprend pour chaque cellule. Celle-ci n'a qu'une voisine vivante, donc elle mourra à la prochaine génération. Pareil pour celle-ci, morte. Celle du milieu a 2 voisines vivantes, donc elle reste en vie. Maintenant, on peut regarder les cellules mortes autour. Celle-ci n'a que 2 voisines vivantes, donc pas assez pour devenir vivante, pareil pour ces 3-là, mais celle-ci a 3 voisines vivantes, celle-ci aussi, donc elles prennent vie. Ce qui nous donne, à la génération suivante, ceci. Et quand on laisse tourner, voilà notre première forme de vie un peu intéressante, le blinker. Ça bouge, c'est joli, et on peut faire mieux. Le blinker, il appartient à la grande catégorie des oscillateurs. Ce sont des configurations qui se répètent après un certain nombre de générations. Ça, par exemple, c'est le cercle de feu. Comme le blinker, c'est un oscillateur qui fonctionne en 2 générations, c'est-à-dire qu'il lui faut 2 générations pour revenir à son état initial. Et on peut monter en génération. En 3, on a le pulsar. En 4, on a la roue de Catherine. En 8, le figure 8. En 20, le 145 P20. En 37, le Belouchenko's P37. Bref, ça peut monter très haut. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train de vous montrer des formes de plus en plus, compliquées, mais elles ont toutes le même problème d'être à la fin statique. C'est-à-dire qu'au bout des X générations qu'il vous a donné, ça bouge plus. Donc, il y a du mouvement, mais c'est du mouvement sur place, quoi. C'est comme quelqu'un qui ferait la toupie. Mais, si vous regardez bien, il vous a quand même dit, il y a une escalade, en fait. Ah, là, c'est 3 générations, 4 générations. Catherine. En 8, le 8 générations. 8. En 20, 20 générations. Donc, en fait, c'est une petite escalade. Évidemment, il va crescendo, parce qu'on se demande jusqu'où il va aller. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, il nous fait une feld-up. 5 P20, en 37 le Belouchenko's P37, bref, ça peut monter très haut, mais parmi les oscillateurs qui nécessitent plus de générations, on trouve des choses dont je voudrais vous parler plus tard, donc on va se garder ça sous le coude. Voilà, des choses dont je voudrais vous parler plus tard, donc on se met ça sous le coude, parce que, voilà, il pourrait continuer à aller crescendo, mais au bout d'un moment, en fait, on serait un peu désensibilisé. Parce que si, là, il a donné, on a fait 1, 2, 3, 4, 8, 20, 37, si je dis pas de bêtises, donc 5-6 exemples en crescendo. Je suppose, pour avoir vu un peu la complexité du jeu, qu'on peut donner, je sais pas, 50 exemples de trucs qui vont crescendo. Des trucs en 50 générations, en 55, en 65, en 70, en 71, 72, etc. En fait, au bout d'un moment, ça serait un peu lassant, ça deviendrait répétitif, donc pour garder le rythme, il faut s'arrêter. Mais, comme il y a des choses qui prennent beaucoup plus de générations, ça serait un peu le clou de l'énumération, en fait, il va pas le dire, il vous le garde, et il vous fait littéralement une feld-up, parce que, oui, je sais, on dit feld-up, si vous regardez n'importe quelle vidéo, on va dire récente, de Feld-Up, ce qu'il a fait sur les, disons, 3 dernières années, systématiquement, je dis ça, je les ai même pas toutes vues en vérité, hein, mais voilà, si vous prenez, en tout cas moi, dans toutes celles que j'ai vues, il y a toujours ce moment où il vous montre un détail en fait, il vous dit, mais vous avez vu ça, cette inscription là dans le coin de l'image, c'est bizarre, hein? Bon, on garde ça pour plus tard. Et donc, patati, patata, patati. Donc en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler ouvrir, alors il y a des gens qui vont appeler ça une boucle cognitive, ce qui est techniquement vrai, mais on peut appeler ça aussi une porte ou une fenêtre, tout simplement cognitive ou narrative. C'est-à-dire que vous étiez dans une pièce ou dans un tunnel, dans un couloir, et dans ce couloir il y a des portes, et il y en a une, je l'entrouvre et je vous dis, vous avez vu, il y a de la lumière là. Bon, je referme la porte, et je dis, on ira plus tard. Sauf que votre cerveau, lui, il est en mode, non mais moi j'ai vu de la lumière, je veux savoir. Et alors Feld-Up le fait beaucoup parce qu'en plus Feld-Up fait des vidéos qui sont très très longues, quoi. Donc évidemment, en fait, vous pouvez le faire même sur une vidéo de 10 minutes, mais quand vous faites une vidéo d'1 heure ou 2 heures ou 3 heures comme Feld-Up, il vaut mieux en poser quand même quelques-unes. Après, j'ai envie de dire, c'est pas utile pour les fans. Vous êtes déjà fan d'un créateur, vous regardez tout ce qu'il fait, vous partez du principe que vous allez passer un bon moment, vous allez rester sur la vidéo. Mais en fait, ça va vous rendre l'expérience plus agréable, parce que votre cerveau, il va se dire, il y a un truc mystérieux, c'est comme un bon film. Et si vous n'êtes pas un fan, si vous n'êtes pas déjà convaincu, ça augmente la probabilité que vous restiez sur la vidéo, que vous restiez plus longtemps, parce que votre cerveau, il veut cette réponse.
et c'est donc bon pour ce qu'on appelle la rétention, donc concrètement le temps de visionnage, le watch time que tous les créateurs ont de leur YouTube Studio, dans les analytics, et en fait plus la vidéo est visionnée longtemps, plus l'algo pense que c'est une bonne vidéo, et plus il la met en avant auprès des gens qui utilisent la plateforme. Donc c'est très important de poser comme ça, d'ouvrir des petites portes ou des petites fenêtres narratives pour que les gens ils se disent je vais rester un peu plus longtemps parce qu'on dirait qu'il va y avoir un truc encore plus intéressant, mais pas tout de suite. Bon je reste pour savoir quand est-ce qu'on va me le donner. Mais il y a peut-être quelque chose que vous commencez à vous dire en regardant ces configurations. Comment on passe de la soupe à ça, sans déconner? Parce que moi, quand je lance une soupe chez moi, j'arrive à pas grand-chose. Et c'est là que le titre de jeu à 0 joueur vous a peut-être induit en erreur. Le jeu de la vie, c'est pas juste un jeu qu'on lance et qu'on regarde. C'est un jeu qu'on explore et avec lequel on est invité à expérimenter. Et ce qui se passe dès 1970, à la création du jeu, c'est qu'on trouve une foule de gens qui cherchent, qui essayent, qui trouvent, qui nomment, qui mettent en commun. Et j'ai été très surpris de me retrouver complètement écrasé par la quantité d'informations qu'on trouve sur le wiki du jeu de la vie. On trouve les explications des concepts, des catégories, on trouve des listes de configurations avec leurs composants, leur fonctionnement, leurs créateurs, qui ont eux-mêmes des pages sur lesquelles sont recensées toutes leurs trouvailles avec toujours des noms très inspirés. Là, c'est le French Kiss. Là, la mini cocotte minute. Là, la machine à laver. On sent vraiment que c'est fait maison, quoi. Bref, ces configurations, ce sont des gens qui les ont découvertes, et ils ont commencé dès la sortie du jeu. Donc John Conway met le principe du jeu de la vie au point, il fait publier ses recherches la même année dans un journal appelé le Scientific American, les gens lisent l'article et ils se disent « Bah c'est passionnant, moi aussi je veux faire ça ». Donc les gens essaient chez eux. Notez le rythme, les gens lisent l'article, patati patata, ils se disent, petite pause, c'est passionnant. On est sur ce qu'on pourrait appeler un pattern interrupt, pas tant que ça parce qu'on s'attend à ce que les gens ils trouvent ça intéressant. En fait, le vrai pattern interrupt, ça serait de dire l'article sort, les gens lisent et tout le monde s'en fout. Boum. Mais au bout de 5 ans, il se passe quelque chose. Il y a un mec dans une bibliothèque qui ressort le dossier, et qui s'y intéresse, etc. Donc c'était pas vraiment un pattern interrupt au sens logique, c'était juste une petite pause, plus une question de rythme. Voilà. Donc je corrige ce que j'ai dit. J'annule le fait que c'est un pattern interrupt parce que ça reste dans la continuité logique. Ça a intéressé les gens quand c'est sorti. Le truc c'est qu'en 70 il faut se débrouiller parce que l'ordinateur à ce moment là c'est pas forcément un objet très accessible, donc les gens se débrouillent, ils commencent à dessiner leur grille, à placer des jetons pour représenter les cellules vivantes et ils font leurs essais, génération par génération, à la main. C'est lent, c'est facile de faire des erreurs, mais rien qui n'empêche les passionnés de continuer à se passionner. Et Conway fait partie de ces gens là. À Cambridge, l'université où il enseigne, très belle barbe. Lui, il le faisait déjà, même avant la publication de son papier, évidemment, avec un jeu de Go. C'était compliqué de tout faire tout seul et surtout de garder le fil des plus petites configurations. Donc il a invité un de ses amis, Richard, pour lui servir de blinker watcher. En gros, il avait la charge des blinkers et de toutes les petites configurations périodiques. Donc il cherche, il tente des configurations. Et puis un jour, Richard dit à Conway, « Tiens, mon blinker marche ?» Sauf que c'est pas un blinker. Richard vient de faire la découverte de la petite créature avec laquelle on va dorénavant voyager, le glider. Yes. Et là, vous avez normalement un sentiment de satisfaction, parce que c'est l'image qui est sur la miniature, en fait. C'est le glider qui est sur la miniature. Alors, vous n'avez pas forcément regardé longtemps la miniature avant de cliquer, etc. Mais bon, en général, on ne clique pas sur toutes les vidéos qu'on nous propose. C'est vraiment que vous êtes rentier ou chômeur, quoi. Mais... donc vous allez voir passer la miniature plusieurs fois. Donc en fait, on a déjà un sentiment de familiarité quand on clique sur une vidéo en général. Quand on veut créer un glider, on pose nos cellules vivantes comme ça. En fait, en fonction de la direction qu'on veut lui donner, on peut le tourner verticalement et horizontalement. Moi, je le place comme ça pour qu'il parte. Ça peut être notre deuxième point d'interrogation, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous en sentez l'envie, mettez sur pause et devinez où on part. Si vous avez la flemme, restez avec moi. Bon allez, je vais pas faire durer le suspense, on va démarrer notre glider, direction en haut à droite. Et ben voilà, on a notre véhicule. Ce qui est bien, c'est que au départ, dans l'intro, je disais qu'il parlait beaucoup, beaucoup d'infos, etc. Mais par contre, une fois, je pense que c'est parce que il veut... Allez, je vais pas faire de théorie sur pourquoi il le fait. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après, une fois qu'il a fait son exposition dump, en fait... il arrive à faire des pauses, il varie le rythme, il y a des respirations, aussi bien à l'image d'ailleurs, là on a vu qu'il avait mis l'image en pause et qu'il avait dit c'est long, etc. Donc voilà, parce qu'en fait si garder le flow qu'il a au départ, ça serait épuisant. Et d'ailleurs c'est un défaut qu'ont pas mal de créateurs, que ce soit des gens qui parlent lentement ou des gens qui parlent vite, en fait le défaut c'est d'être monocorde. À la fois dans les inflexions de voix, mais aussi tout simplement dans le rythme.
Vraiment, en fait, je ne sais pas si vous connaissez la notion de minimum viable product. Pour prendre une métaphore très simple, le MVP, donc c'est pas most valuable player, on n'est pas sur le basket et sur les sports américains. Le minimum viable product, c'est quoi la version la plus dépouillée d'un produit que vous pouvez vendre et qui va trouver des acheteurs. Si on est taquin, on prend une voiture par exemple, la version minimum d'une voiture, c'est une trottinette quoi. Et encore, parce qu'il n'y a pas de siège sur une trottinette quoi. Mais on pourrait dire c'est une moto. Bon, sauf si on estime que c'est l'habitacle qui est important, etc. Mais en gros, c'est un truc avec des roues qui permet d'être stable et un volant et ça permet de se déplacer. Donc limite, une bicyclette, un Segway, un skateboard, tout ça, c'est des MVP d'une voiture. Et en fait, au risque de me contredire, puisque je vous parlais de l'importance du motion design, le MVP d'une vidéo YouTube, et je sais qu'il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord, mais bas les steaks, je reste sur mes positions, le MVP d'une vidéo YouTube, c'est un podcast audio. Un podcast audio, littéralement. C'est Joe Rogan qui discute avec des gens. C'est, je sais pas moi, On te la te raconte si vous aimez ça. Pourquoi ? Parce que, à moins que vous ayez vraiment un sujet très visuel et que... Bon, ok, en fait, ça marche pas pour les vidéos à la MrBeast, par exemple, où ça repose sur le fait que ça soit spectaculaire à l'image. Voilà. On a construit une montagne en barre de chocolat, il faut la montrer, la montagne. Si vous racontez, c'est nul. Mais par contre, dès qu'on est dans le storytelling, y compris quand le storytelling il est appliqué à une vidéo plus analytique, un vidéo-essai, de la vulgarisation scientifique, en fait, on explique des choses. On raconte une histoire. Et donc, le MVP, limite, c'est la voix off, en fait. C'est-à-dire que vous aurez des passages obligés où il faudra montrer ce dont vous parlez, et plus vous le montrerez avec une belle production value, donc par exemple du motion design, plus ce sera agréable pour le viewer. Mais l'important, c'est l'histoire que vous racontez. On pourrait presque écouter la vidéo d'Ego. Bon, on finirait par être perdu parce que justement, il y a trop de formes différentes, etc. Donc il faudrait remanier le script. Mais l'important, c'est la musicalité. C'est qu'est-ce qui est dit, c'est la structure du récit, et c'est le rythme, la musicalité de sa voix, les pauses, les changements de ton, les changements d'ambiance, c'est aussi accentué d'ailleurs par la musique, etc. Voilà. Donc je force le trait quand je dis que c'est le MVP, mais moi c'est mon position, je campe sur mon positionnement. Le MVP d'une vidéo YouTube, c'est de l'audio. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas soigner l'image, mais... On peut explorer le jeu de la vie, et on a de la route. Notre première rencontre, c'est un autre vaisseau qu'on appelle le Lightweight Spaceship. Là, moi je l'appelle le poisson, parce qu'on dirait un poisson. Ça devient Vous remarquerez bizarre. que sa structure est très similaire à notre glider, en un peu plus grand et avec 2 blocs de plus à l'arrière. Mais la vraie différence avec notre véhicule à nous, c'est que ce vaisseau emprunte une direction orthogonale, là où le nôtre se déplace en diagonale. Un peu plus loin, on trouve des versions un peu plus grandes du Lightweight Spaceship, le Middleweight Spaceship et le Heavyweight Spaceship, qui requièrent simplement d'allonger la coque du vaisseau. Ces 3 configurations, notre glider aussi d'ailleurs, sont ce qu'on appelle des vaisseaux naturels, à savoir qu'ils peuvent être trouvés naturellement dans la soupe sans intervention humaine. Des vaisseaux naturels pour le moment, on en a trouvé 54, qui ont été triés par ordre de fréquence relative, ici la fréquence d'apparition de tous les vaisseaux qui apparaissent naturellement. Typiquement, le glider, il représente 99,8% des apparitions de vaisseaux naturels. On tombe immédiatement à 15 sur 10 000 pour... Voilà, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Vous vous souvenez du crescendo tout à l'heure ? Où vous disiez tel truc, ça prend une génération, mais ça peut prendre 2, 3, 4, 8, 20, 37. Ben en fait, là, il va faire l'inverse. Enfin, il va encore faire un crescendo, mais c'est de plus en plus rare. Donc quand je dis c'est l'inverse, c'est parce que la probabilité baisse. Mais c'est encore une énumération en crescendo. Pour le Lightweight Spaceship. Cette configuration à peine plus grosse tombe à 2 sur 10 millions. On descend vite dans les milliards, puis les billions, bref, disons peu de chances de tomber dessus, Voilà. et ça reste pour des configurations modestes, C'est de plus en plus rare. C'est donc un crescendo. et assez ennuyeuses d'ailleurs. Nous on veut plus, et la bonne nouvelle, c'est qu'on approche de quelque chose de nettement plus stimulant. Mais on veut plus. Hein, c'est encore... donc il y a ça, mais si vous mettez les trucs dans tel ordre, ça fabrique ça. On en a trouvé tant, mais... on en a trouvé tant, et ils sont de plus en plus rares, tatati. Enfin, certains sont de plus en plus rares. Mais c'est pas très intéressant. Ah bon ? Nous on veut plus. Ah bon ? Je sais qu'on ne dirait pas un vaisseau, pourtant c'en est un, qu'on appelle le Corder Ship à 2 moteurs. Le Corder Ship à 2 moteurs, il ne ressemble pas à grand chose, pourtant c'est un vaisseau qui a été voté Pattern of the Year en 2017 sur les forums de conwaylife.com. Pourquoi ?
Déjà, quand on accélère un peu la simulation, on se rend compte que ce n'est effectivement pas juste un fouillis de cellules, mais bien une entité qui avance. Ensuite, il faut bien comprendre pourquoi on parle de Corder Ship à 2 moteurs. Dans ce vaisseau, le moteur c'est ce qu'on appelle un switch engine qui produit une copie de lui-même après 48 générations et qui peut être utilisé pour propulser des vaisseaux. Il faut savoir que le tout premier Corder Ship à avoir été découvert l'a été en 91 et il possède 13 moteurs. La complexité croissante des... Ça fait beaucoup d'infos quand même, c'est un peu chargé et... Bon là c'est un virage, ça a été confirmé par sa vidéo sur les trombones, mais là il est dans la vulgarisation scientifique en fait, ce qui est très bien. Ce qui est très bien parce qu'en fait, sa vidéo sur les trombones a déjà 1 million de vues. Si je fais, c'est quoi, je vais faire une brève recherche. Alors vous allez me dire que c'est pas comparable à cause du nombre d'abonnés, et vous aurez raison, mais il me semble que il y a une vieille vidéo de Science for All qui parle des trombones, voilà, 38 000 vues. Voilà, parce que le format... Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas comparable, la chaîne n'a que 246 000 abonnés, et à l'époque, elle en avait sans doute encore moins. Je vais pas faire l'historique de la chaîne, mais je voulais juste voir s'il fait des shorts, parce que les shorts, ouais, il fait des shorts aussi, donc en plus, ça fausse le nombre d'abonnés. Non pas que les gens qui font des shorts ont l'intention de tromper leur audience, hein, mais de facto, un abonné short, c'est aussi peu qualifié qu'un abonné TikTok. Ah, c'est quelqu'un de passif qui scrolle comme ça, machin. C'est pas quelqu'un qui s'intéresse aux vidéos longues, qui est fidèle à un créateur, etc. Réfléchissez juste à la manière dont fonctionne votre expérience YouTube quand vous êtes sur le feed short. Comparez-la avec votre expérience YouTube quand vous regardez des vidéos longues. Vous allez tout de suite sentir la différence. Donc bon, c'est pas 246 000 vrais abonnés, contrairement à Ego. Ah, je retire ce que j'ai dit, Ego s'est mis à faire des shorts aussi. Bon, il n'en a pas fait beaucoup, mais je pense pas que ce soit une bonne stratégie. Hein. Voilà. Moi, à sa place, je ne ferai pas de short, en tout cas pas sur cette chaîne. Ego, si tu vois cette vidéo et que tu veux me laisser un commentaire pour m'expliquer si vraiment tu vois une différence et si les shorts t'ont vraiment apporté quelque chose et si ça sert tes vidéos longues, je suis très très curieux et très disposé à en parler avec toi. Donc voilà, là où je voulais en revenir avec mes histoires de Science for All, les trombones, etc. C'est que bah voilà, ça fait 38 000 vues parce que oui, il avait beaucoup moins d'abonnés, mais aussi parce que la structure n'est pas du tout storytelling. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que Ego est en train d'apporter beaucoup de valeur à ce qu'on va appeler la vulgarisation scientifique. Je ne veux pas parler d'une communauté en particulier, mais la discipline de la vulgarisation scientifique, le fait de faire des vidéos profondes qui apprennent des choses aux gens et qui leur donnent envie d'aller eux-mêmes après faire des trucs et d'expérimenter. Par exemple, là, dans le cas présent, de télécharger le jeu de la vie pour faire muse avec, etc., et de lire des papiers sur la soupe primordiale, bah voilà, ça marche infiniment mieux parce que les gens veulent qu'on leur raconte une histoire. Vous prenez les faits bruts, vous les énoncez, les gens, ils ont l'impression d'être à l'école et on se fait chier et c'est relou, en fait. Vous leur racontez une histoire, vous leur posez un truc intriguant, regardez cette petite cellule blanche au milieu d'une grille infinie qui nous emmène en voyage, etc., avec la bonne musique et tout. Voilà, bien sûr que vous n'allez pas retenir tout ce qu'il dit. Moi, j'ai enregistré ma première tentative de réaction il y a 24 heures. J'avais déjà oublié le truc de Corder Ship à 13 moteurs. Vous m'auriez posé la question, je m'en rappelle pas. Mais l'important, c'est d'avoir the big picture, c'est-à-dire une vue d'ensemble, et après d'avoir envie de rentrer dans le terrain du lapin. Ça, c'est la liberté de chacun. Découverte de Corder Ship, ça n'a pas été de rajouter des moteurs, mais d'en enlever, de réussir à en fabriquer avec moins. Un Corder Ship à 10 moteurs a été trouvé la même année, à 7 moteurs en 93, à 6 en 98, jusqu'à ce qu'on arrive en 2017. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, je vous dis, il y a beaucoup d'infos. En même temps, il utilise le motion design pour rendre le truc digeste, et en même temps, il ne surcharge pas l'image. Parce que par exemple, là, il a fait encore une énumération, 10 moteurs, 7 moteurs, etc. Mais il aurait pu mettre à chaque fois le chiffre à côté de la petite figure, et ça aurait peut-être fait trop d'infos, en fait. Des fois, mettre à l'écran, ça permet de renforcer l'information audio que vous êtes en train de donner, ce fameux MVP audio. Mais en fait, si vous mettez à l'écran tout ce que vous êtes en train de dire, bah, c'est pareil, vous mettez plus, c'est plus du motion design ou de l'animation, c'est juste le script de la vidéo qui défile, en fait. Avec cette trouvaille, donc, du Corder Ship à 2 moteurs qui remporte son petit prix. Donc c'est une belle machine qu'on voit là. Mais en la regardant, on a un peu l'impression de voir des nuages de cellules avancer côte à côte. C'est une belle machine qu'on voit là, mais... sans trop d'intérêt les uns pour les autres, mais je peux le laisser tourner en fond, et je vous invite à fixer un morceau tout du long, vous verrez qu'en fait tout est connecté. Les pièces du vaisseau interagissent entre elles et influent les unes sur les autres pour faire avancer l'ensemble, et le maintenir dans un état cohérent, quoique très fragile. Je me permets un peu de sabotage, on met sur pause, on retire 7 cellules au hasard,
Ça vole tout de suite moins bien. La raison pour laquelle on n'a pas encore trouvé de cordership à un moteur, c'est que ces moteurs sont très chaotiques. Je vous remets un switch engine tout seul, ça part vraiment dans tous les sens. Donc si on veut en utiliser pour propulser un vaisseau, pour éviter que les débris produits détruisent l'ensemble, on cumule les moteurs pour qu'ils nullifient leurs effets destructeurs. C'est pour ça qu'il est compliqué de trouver de nouvelles configurations de cordership, trouver l'assemblement parfait des switch engines pour faire avancer le vaisseau et garder sa cohérence malgré la nature chaotique des moteurs, c'est pas évident. Non mais attends, je pense à un truc là. Mais du coup, tu confies le jeu à une IA qui va tester des milliards de combinaisons. D'ailleurs, pendant que je filmais ce plan d'assemblement de switch engine, ça a fait ça. Oh. Voilà. Quoi qu'il en soit, les switch engines, chaotiques, trouver la bonne configuration, compliqué, mais les gens ont réussi et le cordership à 2 moteurs avance. Très lentement. C'est très très lentement. La vitesse du cordership à 2 moteurs s'écrit comme ça, C sur 12, donc un 12e de C, C représentant la vitesse de la lumière sur le jeu de la vie. Un 12e de C, c'est vraiment lent. Pour comparer, notre glider, il avance à une vitesse de C sur 4. Donc, on trace, et on s'éloigne. Sauf que, pas vraiment, puisqu'on tombe sur un autre... Ce qui est intéressant, c'est que quand il supprime la grille et qu'on voit juste les petits points blancs dans le noir, ça rappelle vraiment l'espace, quoi. Alors, ça rappelle. Je suis sûr qu'il y a fan d'aérospatial qui va me dire mais non, parce que dans l'espace, c'est jamais totalement noir, il y a les étoiles, les nébuleuses, les machins. Non mais, vous voyez, il y a une notion d'infini. En fait, en supprimant la grille, ça renforce le côté, on est un tout petit point ou un ensemble de points qui flotte dans un truc un peu immense et littéralement infini. Et ça, je pense que ça nous amène aussi vers ce setup payoff dont je vous parlais et vers la conclusion qui va parler de la vie dans l'univers et la vie sur Terre. Ça renforce ce côté, on est ce tout petit point, où la Terre est ce tout petit point et nous on est un tout petit point sur le tout petit point, etc. quoi. Cordership à 2 moteurs, puis un autre. Ok, il se passe quoi là? Bon, on va avancer, on a du chemin, l'avantage c'est que je peux accélérer. C'est assez hypnotisant. Encore. Ok, voilà, on est arrivé. Voilà une usine à cordership à 2 moteurs. Yes. Pour comprendre ce qu'on regarde, il faut qu'on revienne à beaucoup plus simple. John Conway, les tests de configuration sur le jeu de Go, ça lui plaisait mais en modération. Donc après la découverte du glider, il a mis en jeu une somme d'argent que pourraient gagner ceux ou celles qui trouveraient une manière de fabriquer une usine à glider. Pour s'assurer d'avoir quelque chose, il a décidé d'offrir le prix à la première personne qui pourrait créer une configuration capable de générer une population à l'infini. Et donc un petit groupe d'étudiants du MIT se mettent sur le coup et découvrent finalement ceci. Voilà ce qu'on appelle un gun, plus spécifiquement un glider gun, encore plus spécifiquement un Gosper glider gun. Bon, moi j'aime pas les appeler gun, je trouve ça trop violent pour rien, donc je les appelle papa-maman, mais on va plutôt partir sur géniteur par souci de crédibilité. Je vous laisse. Je vous ai dit que c'était une vidéo qui pouvait plaire à des gens qui ont des traits autistiques. C'est à ce genre de choses que je pensais, c'est-à-dire vraiment les patterns. C'est trop. Laisse regarder ces géniteurs quelques secondes pour très que vous compreniez ce satisfaisant. qui se passe. Bon, en fait, c'est tout simple, il n'y a pas grand-chose à comprendre. En gros, la rencontre de 2 groupes de cellules différents provoque 2 choses à la fois. La première, c'est qu'un glider naît de la rencontre. La deuxième, c'est que chaque groupe repart dans son coin, tape sur ses blocs et revient pour une nouvelle rencontre. Des géniteurs, on en trouve de toutes sortes, on peut produire beaucoup de choses différentes à des timings différents, et c'est encore une fois l'un des domaines dans lesquels les joueurs m'impressionnent le plus parce qu'ils n'hésitent pas à assembler pour créer plus. Typiquement, avec une abeille et 2 blocs, on peut créer la navette basique, qu'on peut assembler de manière à fabriquer le Gosper Glider Gun, qu'on peut à son tour utiliser pour créer le Period 60 Glider Gun, ou le 5 Dime, un générateur qui prend 150 générations à produire un glider. C'est long, et ça peut paraître inutile, mais moi je vais m'en servir. Pour tout vous dire, le jeu m'a même forcé, moi, à combiner, alors que je me pensais juste spectateur du jeu de la vie. Pour ça, on revient à notre usine à cordership à 2 moteurs. En fait, à la base, c'est pas une usine, c'est un convertisseur. J'ai pas trouvé d'usine complète, quand j'ai cherché sur le wiki, j'ai trouvé une usine à cordership à 3 moteurs, ou à 6, mais pas à 2. Tout ce que j'ai trouvé, c'est cette machine qui transforme un glider en cordership à 2 moteurs. Mais une fois que le glider est parti, c'est fini, on n'a pas d'usine. Ceci dit, évidemment, il m'a pas resté grand chose à faire. Il m'a suffi de trouver un géniteur, un glider, de le placer au bon endroit, et tac. Sauf que ça a cassé l'usine, parce que l'assemblage des gliders à ce point prend du temps, et que la production de gliders du géniteur était trop élevée, donc j'ai cherché des géniteurs qui prenaient plus de temps à accoucher. Typiquement... Si vous êtes familier d'une certaine, je vais appeler ça une théorie de l'écriture de script pour les films, je pense que là, d'ailleurs on est quasiment au milieu de la vidéo, on est à 16 minutes, on est presque au milieu. Je pense qu'on est sur ce que Blake Snyder appellerait, donc Blake Snyder qui est un scénariste qui est assez connu à Hollywood parce qu'il a pondu une espèce de méthode, une recette pour écrire des scénarios, alors que lui d'ailleurs a plutôt écrit des scénarios de merde, comme Arrête ou ma mère va tirer, c'est une comédie que vous n'avez probablement jamais vue et que vous avez oubliée parce que c'était une daube avec Sylvester Stallone, je crois.
Mais en fait, il a conceptualisé tout un truc pour générer des structures de films. Certains scénaristes aujourd'hui disent qu'en fait c'était plutôt conçu pour vendre les films aux producteurs, donc c'était plutôt basé pour pitcher, mais je suis pas d'accord, parce que c'est vraiment un truc qui sert de très, très bon canevas pour écrire des films, et il y a plein de très bons films qui ont été basés là-dessus, et vous pouvez le retrouver. Le dernier film en date que j'ai vu où ça m'a vraiment frappé, c'est La Famille Adams, donc le vrai, je sais pas s'il y a eu un remake ou un truc en animé depuis, mais le film du début des années 90, où en fait vous avez un passage et qui là je pense correspond à peu près à cette zone de la vidéo d'Ego, qui est Fun and Games. Fun and Games, c'est un moment où les enjeux sont un petit peu mis en pause, et on a un enchaînement de petites péripéties. Donc dans La Famille Adams, c'est quand le vrai faux fétide, ou le faux fétide du coup, vous appelez ça comme vous voulez, le personnage de Fétide, donc le frère de Gomez Adams, s'est installé chez eux, et en train de jouer beaucoup avec les enfants. On le voit voilà, se fondre dans la culture locale de la vie de la famille Adams, avec toutes les choses un peu bizarres qu'ils font, et leurs tentatives d'assassinat, leurs jeux un peu morbides, etc. Et en fait, c'est presque un peu comme un training montage. C'est-à-dire qu'on a un enchaînement de petites scénettes qui n'ont pas vraiment d'enjeu, mais qui nous permettent de comprendre ce qui se passe, tout en étant amusantes à regarder. Et là, c'est un peu pareil. On a eu des énumérations de moteurs, etc. Là, Ego, il est en train de faire du Fun and Games lui-même, puisqu'il explique qu'il a essayé de faire ça, etc. Je pense pas que l'enjeu de la vidéo, ça soit est-ce qu'il va réussir à faire un truc à X moteur. Je le répète, moi je pense que la conclusion, c'est on est seul dans l'univers, enfin, on n'est pas forcément seul dans l'univers, mais seul ou pas seul, c'est extraordinaire qu'il y ait de la vie sur Terre, et c'est extraordinaire qu'on soit là pour en parler, et d'être en train de regarder cette vidéo YouTube, etc. Voilà, donc là, qu'il réussisse ou pas à faire son usine, c'est pas très important pour la narration. Mais ça nous permet, par contre, de nous rendre compte de tout ce qu'on peut faire avec ce jeu, et en plus c'est lui qui a testé, donc ça nous permet en fait d'avoir un fil conducteur à travers l'empathie qu'on a pour Ego, et à travers la relation parasociale qu'on a avec lui, où il a essayé de faire cette usine, ça marche pas, etc. Donc il est littéralement en train de jouer au jeu, mais sur des trucs qui sont pas forcément l'enjeu ultime de la vidéo. Donc je pense que ça correspond à du Fun and Games. Je ne suis pas du tout en train de dire que Ego a appliqué la méthode de Blake Snyder pour sa vidéo, parce que je pense que c'est compliqué en fait de le faire pour une simple vidéo YouTube dont les durées sont aléatoires, qui n'est pas forcément basée en 3 actes, etc. C'est pas la même chose de faire ce type de storytelling que de faire du storytelling avec un héros qui doit relever tel voyage initiatique, Monomythe, Joseph Campbell, patati patata, etc. quoi. Je pensais que le Five and Dime, que je vous ai présenté avant, qui produit un glider toutes les 150 générations, je pensais qu'il prendrait assez son temps et que ça fonctionnerait comme ça, mais non, c'est quand même trop lent. Usine cassée, donc je suis juste allé récupérer un géniteur de l'usine Accordership à 3 moteurs, assez lent celui-ci, ce qui nous a donné cette petite usine. Bon, rien de sorcier donc, hein, mais j'ai quand même dû faire mon bricolage. Et ça m'a laissé le temps de bien comprendre le fonctionnement de l'usine, très simple. Elle fonctionne avec un géniteur, qui laisse partir sa progéniture dans un tuyau, qui amène le glider ici, qui provoque une réaction générant plus de gliders, à leur tour amenés dans des tuyaux, tous les gliders se réunissent ici et forment, lentement, Accordership à 2 moteurs. C'est tout le temps comme ça que les usines fonctionnent, la rencontre de différents groupes de cellules amène à la création d'un ou plusieurs autres groupes de cellules. Mais donc faut que ça soit synchro en plus. Toujours partir sur plus gros. Voilà le V-Gun. Ouais, lui, je veux bien l'appeler Gun, il est intimidant. Ça, c'est le Maximum Volatility Gun. C'est grand. Et pourtant, c'est ce qu'on appelle un single barrel gun, à savoir qu'il ne produit qu'un seul courant de vaisseau, juste ici, et simplement des gliders. Et c'est toujours super intéressant de se pencher sur ces constructions et de comprendre comment ça fonctionne. Moi, c'est comme ça que je fais avant de vous en parler, je regarde et je cherche à comprendre. D'ailleurs, je rappelle que je suis loin d'être un expert, moi je suis comme un enfant à la récré qui veut montrer ce qu'il a trouvé à ses copains, et mes copains, c'est vous, donc toute cette vidéo, c'est moi qui viens vers vous pour vous montrer les jolis cailloux que j'ai trouvés dans la cour. Et bah du coup je vous montre. Le Maximum Volatility Gun, il est assez simple à comprendre, mais il m'a quand même surpris. Alors regardez de loin, moi je pensais qu'il y avait une source de glider qui ensuite rebondissait sur ces sortes de bumpers pour ensuite être envoyé dans l'espace, et je me disais, bah c'est fait. Je relève, je vais pas m'arrêter à chaque fois qu'il y a un truc intéressant à dire, parce que sinon déjà je pense que la réaction va être très très longue, mais il est simple à comprendre, mais c'est quand même intéressant, etc. Pourquoi on nous rappelle qu'il est simple à comprendre? Bah peut-être aussi parce que ça fait beaucoup d'infos. Je vais souvent répéter cette phrase, mais on est à 17 minutes de vidéo, et si j'essayais de noter ce que je voyais, j'aurais déjà une crampe à la main et le cerveau qui a explosé, quoi. Après, c'est le genre de vidéo aussi qu'on regarde un peu en se laissant flotter. Y a des vidéos qui sont absolument hypnotiques. On peut avoir ce sentiment aussi avec les vidéos de Feldup, ou si vous parlez anglais, vous connaissez, là encore ça parle de jeux vidéo, Aoi Retro Boy, qui maintenant je crois s'appelle juste Aoi, qui a fait certaines vidéos très très comme ça, planantes, avec une très bonne production value.
Voilà, toutes ces vidéos ne se valent pas, mais il y en a qui sont très très contemplatives. Donc le but évidemment c'est pas de tout retenir, hein. Voilà. Et je note aussi le petit appel à la relation parasociale, mes copains c'est vous, etc. Métaphore de la récré. Pour être joli, pour tournicoter dans tous les sens, et c'est très bien comme ça, mais en fait c'est pas vraiment ça. Pattern interrupt. Déjà, on a des oscillateurs un peu partout, qui sont toutes ces structures qui oscillent en permanence, et effectivement à certains endroits, ces oscillateurs servent de bumper, elles redirigent les gliders qui arrivent sur elles. Ce courant par exemple, il tape là, puis là, et il arrive enfin c'est ici. beau. À cet endroit par contre, il se passe quelque chose de différent. La file de glider qu'on suivait rencontre deux L'intérêt du motion design pour la pédagogie, je vous le disais. autres files de gliders qui viennent elles aussi de rebondir sur plusieurs bumpers. Donc on connaît le procédé, des groupes de cellules qui entrent en collision et qui produisent un autre groupe de cellules, sauf que là c'est pas tout. On pourrait croire que c'est juste leur collision qui provoque la naissance d'un vaisseau, mais pas du tout. Regardez, si je mets sur pause, que je retire cet oscillateur là et que je relance, bah la machine elle est cassée. Et quand j'accélère, on n'a plus de flux de production. Donc retour en arrière, ça c'est l'un des oscillateurs qui ne fonctionne pas comme bumper, mais qu'on utilise comme un objet dont la présence à cet endroit influe sur les objets qui passent à côté. Et à cet endroit, ça provoque, en l'occurrence, avec l'arrivée des 3 flux de glider, la naissance d'un vaisseau qui part vers la gauche. Donc on continue par là avec notre nouveau vaisseau, et on assiste à la même chose un peu plus loin, collision de 3 gliders, sans oscillateur cette fois-ci, ce qui donne naissance au même vaisseau en un peu plus petit. C'est très Juste spatial. après, les vaisseaux passent à côté d'autres oscillateurs, et leur passage provoque la naissance d'autres gliders, qui partent à leur tour rebondir sur des bumpers pour créer d'autres vaisseaux. On arrive, finalement, à l'avant-dernier oscillateur de la file qui a un impact sur le petit vaisseau, qui, à son tour, a un impact sur le grand vaisseau, qui donne naissance à un glider qui, finalement... Ces cercles qui sont un peu pulsateurs, je sais pas comment dire. Là aussi, il y a un truc très cosmique, on imagine des trous noirs, des étoiles, quelque chose qui palpite, comme le soleil vu de près, quoi, par exemple. Je pense que tu peux faire un moment, tu peux avoir cette forme du jeu de la vie et puis faire un fondu enchaîné sur un truc cosmique et te dire ah mon dieu c'est pareil. Part entre deux autres gliders dans le vide. Et le petit vaisseau du haut rencontre un dernier oscillateur qui le transforme en glider et le renvoie dans la chaîne. C'est bien foutu, non ? Rien ne se perd, tout tourne, on a une jolie usine, moi ça me plaît bien. Et en plus j'aime bien les flux de vaisseaux qui s'entrecroisent sans jamais se frapper, c'est une vraie machine bien huilée. Bon, il y a plein d'autres usines, plus grandes encore, qui produisent encore plus gros. Celle-ci est assez intimidante, Elle produit des corder-ships à 6 moteurs, et il faut reconnaître que c'est quelque chose. On a l'impression d'assister aux manœuvres d'une usine spatiale gigantesque, c'est assez génial à regarder, je trouve. Mais... Nous, on continue à avancer. Ça fait peut-être beaucoup d'infos, mais on peut respirer. Notre prochaine rencontre nous le permet. Ça, c'est un Mathusalem. C'est une configuration qui... Là encore, faire preuve d'empathie pour vos viewers, ça fait peut-être beaucoup d'infos. Il aurait pu dire, je sais que là, vous saturez un petit peu, alors on va faire une pause. Voilà, mais en fait, c'est une marque d'empathie aussi. Je vais appeler ça briser le quatrième mur, quoi. Mais il n'y a pas de quatrième mur dans YouTube, puisque justement, on parle à la caméra, etc. Donc, montrez aux gens que vous les comprenez. Après, vous pouvez vous tromper, bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups. Mais ça peut être pour traiter des objections, quand vous êtes en train de faire une analyse, par exemple. Là, vous vous dites que la vraie explication, c'est tel truc, et je comprends, parce qu'il y a tel point, tel point, tel point. Mais en vérité, boum, boum. En tout cas, voilà, ça marche sur le storytelling, ça marche sur les analyses. On prend un petit peu en compte le viewer, quoi. C'est important. Le but, en fait, c'est d'être bien quand tu regardes une vidéo YouTube, quoi. Qui nécessite un grand nombre de générations pour se stabiliser et qui devient beaucoup plus grande que sa configuration initiale à un moment donné de son évolution. Sauf que nous, on est arrivé au tout début, et que ce Mathusalem-ci prend 52 513 générations à se stabiliser. Donc il reste un bout de temps avant d'en voir la fin. Mais ça permet de souffler. Okay. Qui sait à quoi ça ressemblera vraiment quand ce sera fini ? C'est très osé. Hein. On s'éloigne déjà, on saura pas. C'est la vie. Ah, ça c'est pas mal. Je vous présente le Pony Express. C'est ce qu'on appelle un puffer, c'est une configuration qui se déplace comme un vaisseau mais qui laisse des débris derrière elle. Typiquement, la configuration que j'ai découverte... J'aurais pensé que le Mathusalem, il allait revenir. Il allait dire, on repassera à côté, etc. Et est-ce qu'on va le retrouver en fin de vidéo ? Est-ce qu'à un moment, il va passer, son petit vaisseau, son petit blinker va passer à côté d'un Mathusalem qui est plus avancé dans ces 52 000 générations là ? Parce que ça ressemblait beaucoup à une porte cognitive ouverte. Mais bon, je peux pas savoir du tout s'il va... Peut-être qu'il va vraiment l'abandonner. Ce qui est... Au niveau de ce que je pense être le sous-texte du truc, ça fait sens. Parce que, là encore, c'est une métaphore de l'arrivée de la vie sur Terre, de à quel point la soupe, la fameuse soupe bactérienne, en fait, biologique... qui était sur Terre, a donné plein de formes de vie qui vont du Tyrannosaure Rex à l'être humain, au youtubeur. Mais du coup, il y a aussi cette notion de on est perdu dans l'espace infini. On ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout savoir, on va louper des choses, le monde est trop vaste, ici sur Terre et dans l'univers aussi.
Voilà, il y a une question d'échelle, en fait, en disant, bah, ça prend 52 000 générations, on continue notre route. En fait, c'est vraiment une métaphore de l'exploration spatiale. C'est intéressant, en fait. Je suis en train de réaliser qu'il va peut-être pousser la métaphore jusqu'au bout, et que le petit blinker, c'est ce vaisseau qui est dans l'espace. Au départ, je pensais juste, bah, on part en voyage, mais en fait, c'était juste une métaphore. Bah voilà, on part en voyage. Regardez, ça commence avec un blinker, et puis on parle de trucs de plus en plus compliqués, et on oublie le blinker. Et je vois qu'en fait, que non, il est en train de revenir à cette métaphore de ok, le blinker, il est toujours en voyage, et du coup, c'est lui qui nous sert un petit peu de témoin, de prétexte à faire de l'exposition. Tout à l'heure, je ne l'ai pas découverte, puisque je la retrouve en pièce du Pony Express, qui peut de son côté nous empêcher de passer, donc il faut juste qu'on se dépêche. Voilà. Ah. Donc, je répète, ça c'est un puffer qui laisse des débris derrière lui, et beaucoup de vaisseaux pourraient laisser des débris, mais s'arrangent pour nettoyer derrière eux. Lui, par exemple, il laisse une longue ligne de débris derrière lui, et il a prévu le coup avec un vaisseau balai pour la faire s'effondrer. Mais... Lui, il fait pareil, avec un jeu de dominos. Celui-ci avec de petits missiles. C'est fou de se dire que c'est spontané, entre guillemets. Celui-là, il est vraiment particulier. Les débris sortent à l'arrière, ils sont transformés en glider, remontent par le centre et sont éliminés à l'avant grâce à des blinkers qui se replacent au bon endroit à chaque fois. Je l'aime vraiment beaucoup, lui. C'est incroyable. À lui, c'est le Backrake 3. C'est un autre puffer, mais dans une sous-catégorie bien particulière de puffer, le Rake. En gros, il laisse aussi des débris derrière lui, sauf que ces débris sont des vaisseaux. Et derrière, ça commence à devenir imposant. Mais ça, c'est rien. Par rapport à ça, je vous présente le... C'est encore un pattern interrupt. Hein. On vous a posé un truc de ouf. La logique, ça serait de dire, bon, bah, c'est génial, quoi. Mais en fait, non, c'est rien. Comparé à autre chose. Breeder 1. Le premier breeder jamais découvert. C'est déjà un gros morceau, mais il reste minuscule par rapport à ce qu'il peut devenir. C'est beau. Parce que sa croissance est infinie. C'est beau. En fait, c'est même plus que ça. Le Breeder 1 est la première configuration trouvée à présenter ce qu'on appelle une croissance quadratique, qu'on résume de la sorte. Une croissance infinie dont le taux est proportionnel au carré du nombre de périodes écoulées depuis le début de l'observation du phénomène. En gros, ça veut dire que la croissance n'est pas linéaire, elle n'est pas constante, mais qu'elle accélère avec le temps. Et vous... Je suis vraiment étonné qu'une vidéo qui est à ce point-là compliquée, qui a à ce point-là des termes techniques, soit à 2 millions de vues. C'est génial, c'est très enthousiasmant. Là encore, hein, le but c'est pas de retenir ce que vous voyez, mais c'est intéressant que ça soit pas rédhibitoire pour les gens. Vous vous demandez peut-être comment c'est possible avec le Breeder 1, je vous explique. Cette configuration est un puffer, donc une configuration qui avance comme un vaisseau mais qui laisse derrière elle des débris. Ceux qui ont bien suivi pourraient peut-être croire que c'est même un Rake, vous vous souvenez, c'est la sous-configuration de puffer qui ne laisse derrière elle pas que de simples débris mais des vaisseaux. C'est bien ce qu'on voit ici, non? Des vaisseaux produits par le Breeder 1. Eh ben, pas tout à fait. En fait, le Breeder 1, c'est pas un Rake, c'est bel et bien un puffer. La subtilité, c'est que le Breeder 1 produit en débris des usines. Ces débris, ce sont des usines à gliders, qui restent au même endroit pour toujours en produisant des gliders en boucle. Et ça donne ça. Ok. Très bon choix de musique. La flûte de l'intro me saoulait un peu, mais là c'est très bien. Est-ce qu'il indique les musiques d'ailleurs? Alors sur une petite pause, nous aussi on a besoin de respirer, ça fait beaucoup d'infos, beaucoup de remarques, la vidéo est longue. Takati, 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 takati. Des bisous. Merci, des bisous toi aussi. Pépite. Lucas, sous-titres, recherche, voir, récolte des médias. Musique. On est à combien? On est à 23 minutes. Yann Post, You, l'instrumental version. Je ne connais pas cet artiste. Je note qu'il n'y a pas trop de trucs connus. Ça n'a pas l'air non plus d'être de la YouTube Librairie. Allez hop. Ok, on a compris qu'on pouvait faire grand, mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, il commence plus petit. On revient à la base. L'un des objectifs de John Conway quand il a mis sur pied ce jeu de la vie, c'était d'avoir un jeu aux règles simples et de voir... On revient souvent à cette image. Ça fait un ancrage aussi. C'est bien parce que la vidéo est très dense. À quel point les choses pouvaient y devenir complexes. Il y a un truc qui pourrait vraiment satisfaire ce principe de complexité, et que Conway espérait dès le début, c'était de rendre son jeu Turing complet. Donc je vous donne la définition de Turing complet.
C'est un principe fondamental en informatique qui fait référence à la capacité d'un système de calcul à simuler n'importe quelle machine de Turing, ce qui voudrait dire, sans trop rentrer dans les détails, qu'il pourrait exécuter tout algorithme ou résoudre n'importe quel problème de calcul, à condition de le décrire formellement et d'avoir assez d'espace et de temps. Ok, c'est le moment où... Alors ça fait 23 minutes, on n'a toujours pas arrêté de parler du jeu. Est-ce qu'il va nous parler d'usage qui détourne vraiment le truc? C'est-à-dire, donc, par exemple, voilà, comme dans Minecraft, il y a des gens qui ont fait des ordinateurs dans Minecraft. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des ordinateurs dans le jeu de la vie? Mais ça serait pas encore complètement sortir du truc pour aller vers le « Waouh, on est sur Terre », etc. Est-ce qu'on pourrait faire ça avec le jeu de la vie? Est-ce qu'on passerait vraiment des vaisseaux à un ordinateur? Eh ben on peut essayer. Déjà, il faudrait qu'on puisse envoyer des signaux, qu'on trouve des substituts à l'électricité. Ça, on peut le faire. Avec des géniteurs, on peut envoyer des gliders à intervalles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vous dit on peut essayer. Il aurait pu donner la réponse tout de suite. Je suppose que la réponse est oui. Et il aurait pu dire oui et se lancer dans une description. Mais là, il dit d'abord on peut essayer. Et donc, il y a encore du suspense. Régulier ou non. Ensuite, il faudrait pouvoir utiliser ces signaux avec des portes logiques, la porte AND par exemple, qui veut dire et qui est là pour vérifier qu'elle reçoit bien deux courants. Est-ce qu'on pourrait faire ça dans le jeu de la vie? Plaçons déjà nos deux courants, A ici, B ici, pas encore activé. Le but, ce serait d'avoir une porte qui ne laisserait passer un courant ici que si elle reçoit bien deux signaux. Donc C s'active uniquement si A et B sont activés. Pour faire ça, on utilise un géniteur activé qui envoie un courant X dans ce sens, c'est ce X qui va servir de porte. Maintenant, activons seulement A. Le flux part, mais le courant est coupé par X et il n'arrive pas en C. Donc ça fonctionne pas. Activons seulement B, et pareil, le flux part, coupé par X, donc on n'a rien au bout. Ouais. Maintenant, si on active A et B en même temps, B va venir couper X et permettre à A de passer, ce qui nous donne effectivement un courant qui arrive en C. Okay. On a une porte AND qui ne s'active que quand elle reçoit deux signaux. Ok, c'est pas mal. C'est comme ça que les joueurs se débrouillent pour fabriquer des portes logiques, et sur le même principe, on construit les deux autres portes logiques principales, OR et NOT, utilisées pour construire toutes les autres portes logiques. Ensuite, on utilise des réflecteurs pour former des adaptateurs, qui permettent la conversion et l'ajustement des signaux entre les différentes parties du circuit pour assurer une communication fluide entre elles, ce qui permet de connecter ces portes logiques pour réaliser des opérations plus complexes. On peut s'en servir comme d'additionneur, qui permet la réalisation d'addition de nombres binaires. Ça, c'est un composant essentiel pour construire des entités arithmétiques capables d'effectuer des calculs plus complexes au sein de cet environnement. Et on continue, les joueurs fabriquent ce qu'on appelle un ALU, une arithmétique et Alors là, malheureusement, je n'ai pas de formation d'informaticien, comme on disait dans mon jeune temps. J'ai des notions de code, mais voilà, j'ai pas de formation de développeur, ni d'ingénieur. Là, je pense que c'est le moment où la majorité de l'audience est juste en train de décrocher, de planer en fait, de décrocher des implications logiques et tout. Et on est juste en train de se faire une orgie visuelle, et c'est très bien. Je trouve ça magnifique, très beau. Mais c'est un peu frustrant de ne rien y comprendre en fait. Enfin, je comprends les notions de porte, activé, pas activé, mais l'ensemble du truc après c'est trop un changement d'échelle. Voilà, c'est comme si je comprends comment marche une roue, mais je sais pas fabriquer un moteur pour qu'une voiture qui a 4 roues puisse avancer quoi. Logic Unit, responsable des opérations arithmétiques et logiques, qui permet de manipuler les données selon des instructions programmées, en l'occurrence des instructions en 8 bits. Maintenant, essentiel, il faut stocker ces informations. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut fabriquer une mémoire dans le jeu de la vie? Évidemment. Voilà une unité de mémoire qui utilise des bascules RS et des portes logiques pour stocker des bits d'informations binaires, de manière à maintenir l'état de chaque information jusqu'à ce qu'une instruction opposée soit reçue, mais qui sert aussi à lire et à écrire des instructions, avec 3 modules tout à gauche pour lire et décoder des adresses. C'est beaucoup trop frustrant. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il nous faut des instructions. Voilà, un programme avec le décodeur, les instructions, les adresses, les données qu'on peut modifier avec un script Python qui permet de programmer l'ordinateur qu'on est en train de monter. Et comment on voit ce qu'on fait? Et ben voilà l'écran qui commence à se remplir en fonction des instructions. Sauf que c'est long. Ouah, c'est super long. Et mon PC a un peu de mal quand j'accélère. Mais... Putain, je rêve. A few moments later. Ok, petite interlude hygiaphone, ça a sonné chez moi. Normalement, on est débarrassé, on peut reprendre. Ça m'a complètement cassé le flow, je suis dégoûté. Ouah, c'est super long. Et mon PC a un peu de mal quand j'accélère. Mais on l'a, notre ordinateur. On l'a, notre Turing complet, avec une grille et 2 règles. Et dites-vous que ça, Conway, il y avait pensé dès la création de son jeu, sauf que ça ne paraissait pas tout à fait évident au début. Ce qui lui avait fait comprendre que la chose devrait normalement être possible, c'était la découverte du glider, dont il imaginait déjà le potentiel de transmission de données. Notre glider à nous approche d'ailleurs de la fin de son petit voyage. Il en aura vu des choses, les natures mortes, les oscillateurs, les vaisseaux, les corderships, les usines, les puffers, les rakes, les breeders, mais je vous assure qu'il n'a jamais vu ce dont il approche. Ok. Donc évidemment,
il a vu plein de trucs, mais on approche d'un truc qu'il a jamais vu. Alors est-ce que c'était la fameuse structure qui était floutée au début de la vidéo, qui nous servait à faire un feld-up en mode on garde ça pour plus tard? Je suppose que oui. Parce que le jeu de la vie de Conway, ce qui rend le fait qu'il soit Turing complet vraiment intéressant, et c'est pourquoi je vous en ai parlé, c'est pas juste pour vous montrer qu'on peut faire des additions à l'intérieur. C'est pour finir de la plus jolie des manières, en vous rappelant qu'être Turing complet, ça veut dire pouvoir faire tourner n'importe quel algorithme. Donc le jeu de la vie. Là, on ne pourrait pas rêver mieux pour finir notre voyage. Est-ce que tu peux mettre le jeu de la vie dans le jeu de la vie? Est-ce que c'est pas ça finalement être Turing complet? Un ordinateur dans un ordinateur? La virtual machine, tout ça? C'est un circuit imprimé. Je sais pas. Oui, c'est ça. Voilà, c'est le jeu de la vie. C'est le jeu de la vie dans le jeu de la vie. Voilà. Bouclé avec la musique d'intro pour avoir un fil rouge. Et moi je vois ça, et donc je me dis, c'est fou ce qu'on peut faire avec si peu, mais pourquoi se limiter à si peu? Et cette phrase, ça a été le départ d'une nouvelle aventure pour moi. Ok, donc là, c'est très très fort parce que normalement, c'est déjà une apogée en fait, d'un point de vue narratif, quoi. Il y a un jeu de la vie dans le jeu de la vie. À part t'amuser à faire un troisième jeu de la vie dans le jeu de la vie qui est dans le jeu de la vie, ou enfin, en fait la vidéo pourrait s'arrêter là, ça serait déjà chambé. En termes d'apogée émotionnel, narratif, c'est très fort. Et là, dire mais pourquoi se limiter à si peu? Il y a un moucheron qui me tourne autour, je vais l'assassiner. Pourquoi se limiter à si peu? C'est... Voilà, ok. Donc, a priori, mon postulat sur le fait qu'il allait boucler sur à quel point la vie est rare, précieuse, parce qu'il y a très peu de probabilité que tel ou tel truc se passe, et donc c'est incroyable qu'on soit sur Terre, dans l'univers et tout, c'est pas la bonne hypothèse. Je me suis planté, mais par contre, je vois pas du tout qu'est-ce qu'il peut faire. Il a fait un ordinateur qui fait tourner le jeu de la vie dans le jeu de la vie. Pas reproduire le cosmos, enfin essayer de faire genre le système solaire dans le jeu de la vie ou un truc comme ça, mais là je vois pas du tout où est-ce que ça a va. été ma porte d'entrée dans un monde loin de s'arrêter aux frontières du jeu de la vie de Conway. Déjà parce que des jeux de la vie, il en existe plein, créés par des gens qui ne se sont pas arrêtés à la découverte de configurations dans le jeu de la vie original, mais qui se sont dit, bah, c'est passionnant, mais on va changer les règles. iLife, par exemple, reprend la même base en décidant plutôt qu'une cellule peut devenir vivante si elle est entourée d'exactement 6 cellules vivantes. Ça ne paraît rien, mais ça change complètement la dynamique du jeu, avec l'apparition de réplicateurs, des structures qui peuvent se reproduire exactement à une certaine distance d'elles-mêmes, avec un nombre défini de générations. Conway lui-même dira en parlant de ce jeu, il me semble que c'est le jeu que j'aurais dû trouver, puisqu'il est si riche en belles choses. C'est beau. Et on trouve tellement de variantes. Wireworld, qui simule le comportement de fil électrique. Langton's End, qui fait se déplacer une fourmi sur une grille similaire au jeu de la vie, en changeant l'état des cellules sur lesquelles elle passe et en suivant la direction indiquée par la cellule sur laquelle elle tombe. Termites, qui reprend le même principe avec plus d'états de couleurs pour les cellules et plus de 2 directions de rotation. Et moi, je continue à me laisser porter, à tomber sur toujours plus. Sur Lenia, par exemple, c'est une sorte de nouvelle version du jeu de la vie de Conway. C'est un modèle d'automate cellulaire continu et multi-état. En gros, il veut faire plus organique. Il laisse tomber cette histoire d'avancer génération par génération, en avançant plutôt dans le temps de manière continue, et qui laisse aussi tomber cette histoire de grille, en la remplaçant par un espace continu, qui permet aux configurations de cellules de n'avoir pas qu'un état, mort ou vivant, 0 ou 1, mais en permettant l'usage des décimales. Une cellule peut maintenant être 0.23 ou 0. Ok, je vous avais dit qu'on allait sortir du jeu de la vie, alors je pensais qu'on sortirait plus tôt. Mais en fait, voilà, ok, quand il a dit pourquoi se limiter, en fait, du coup, c'est pas il va faire un truc encore plus ouf dans le jeu de la vie, c'est on va sur des jeux qui ont moins de limitations. Ok. 0.77, ce qui donne naissance à des créatures qui paraissent immédiatement plus organiques, on dirait des vrais petits machins là. Et à laquelle son créateur a plus tard permis l'utilisation de l'IA pour qu'elles apprennent à se déplacer de manière plus optimale.
Et je continue mon voyage, et je tombe sur tellement d'algorithmes et tellement de modèles qu'il faudra très probablement que je vous en parle dans une deuxième vidéo. Ce qui est certain, c'est que je deviens obsédé par la création de la vie artificielle. Je tombe la tête la première dans ce qu'on appelle l'artificial life. C'est un domaine de recherche qui étudie les systèmes réalisés par l'homme et qui imite des comportements, des processus et des phénomènes de la vie biologique. C'est-à-dire qu'on se penche sur l'exploration des principes fondamentaux de la vie, sur la création des formes de vie artificielles dans des environnements physiques ou virtuels. On explore les applications potentielles de la vie artificielle dans plein de secteurs, comme la robotique, la médecine, ce qui ouvre aussi des questions éthiques et philosophiques sur notre compréhension de la vie et notre rôle en tant que créateur de systèmes vivants. Ce qui est certain, c'est que je deviens accro et que je recherche dans ces simulations toujours plus vraies. Et donc je suis là, sur mon PC, je regarde les petites bestioles. Ok, toujours plus vrai. Mais du coup, la simulation toujours plus vraie, c'est la vraie vie en fait. De l'ENIA faire leur vie devant moi, et je me dis, c'est fou quand même, on dirait de vrais petits machins qu'on pourrait observer avec un microscope. Et puis, je m'éloigne un peu de mon écran, et je me rends compte, à ce moment-là, que ce qui me fascine le plus dans la vie artificielle, en fait, c'est la vie. Et je cherche pas à faire le malin, mais je vous le dis honnêtement, comme ça m'est arrivé, l'étude de la vie artificielle m'a fait prendre, ou plutôt reprendre conscience de la beauté et de la complexité des choses qui nous composent et nous entourent. Ça peut pas... Yes. Je vais peut-être retomber sur mes pattes du coup. Ça paraît très étrange d'avoir besoin de passer par l'étude d'ersatz de vie pour se rendre compte de la beauté de la vie, mais non, c'est pas étrange. C'est comme ça que le cerveau humain fonctionne, on s'habitue. Voilà. Il nous faut quelques mois, quelques jours, quelques heures pour prendre... Le poisson ne sait pas qu'il est dans l'eau. Les merveilles qui nous entourent pour acquises, pour les considérer comme des banalités. Alors, si on peut changer de filtre, il faut pas hésiter à le faire. Et c'est ce que je vous propose, de m'accompagner dans le Superama du Laniakea, puis dans le groupe local, puis dans la Voie lactée, et enfin dans le système solaire, dans lequel on trouve, réchauffé par une étoile jaune composée à 75% d'hydrogène, une petite planète bleue qui, il y a 3 à 4 milliards d'années, a vu naître dans ses océans de petites créatures qu'on aurait pu, si on avait été présent à ce moment-là, observer de la même manière qu'on a observé le jeu de la vie, en se demandant ce que de si petites choses pouvaient bien faire, en quoi elles allaient bien pouvoir se transformer avec assez d'espace et de temps. On aurait pu les approcher comme on approcherait une petite simulation, avec la même curiosité qu'on a développée pour les petites créatures de Conway. On aurait pu regarder ces petits bouts de vie en nous laissant emporter par les possibilités et en nous demandant ce que ça allait bien pouvoir donner. L'avantage, pour nous, c'est qu'on n'a pas besoin de se demander. Ok. Petit montage sympathique avec des... montage nature et découverte à Discovery Channel, j'ai plus le terme. Ok, la musique me casse un peu les oreilles. Pas fan de la musique qui fait très comédie musicale. Mais bon, c'est un choix esthétique pour le coup, c'est complètement subjectif. Hein. Moi j'aurais mis de l'électro, tu vois. Ah, bien vu les nageuses synchronisées. Ouais. Ok, ça se finit là-dessus. Ah ok. La fin a pris une accélération subite. Puisque voilà, effectivement, l'histoire des petites cellules, ça commence à 32 minutes, quoi. 32 minutes au bout de 34 de vidéo. Donc j'aurais cru qu'on allait passer là-dessus un peu plus rapidement, mais ça fait sens. Ça fait sens. Pour conclure cette réaction analytique qui est très très longue déjà, un autre outil, une autre notion qui peut vous être utile si vous écrivez des vidéos YouTube, si vous voulez mieux comprendre les vidéos YouTube, si vous voulez mieux comprendre l'économie des créateurs et qu'est-ce que vous y faites, etc. C'est le wow effect. Le wow effect, il y en a chez Feldup, il y en a chez Al236, il y en a bien sûr chez Ego, il y en a parfois chez Combo aussi. En gros, c'est ce moment où une vidéo va vous faire kiffer parce que quelque chose dans la vidéo, que ce soit le travail du créateur en lui-même ou le travail qu'il est en train de commenter. Donc, par exemple, vous pourrez trouver que là, vous avez bien compris, c'est pas Ego qui a inventé toutes ces usines à glider, etc. C'est 50 ans de gens qui jouent au jeu de la vie, etc. Et c'est colossal, c'est spectaculaire et ça crée déjà du wow effect. C'est-à-dire, je vous donne un exemple très précis. Feldup, la vidéo sur myhouse.wat. Vous l'avez peut-être pas vu, parce que il y a quelque chose comme 90 millions de francophones en Europe. Donc évidemment que c'est spectaculaire quand Ego fait 2 millions de vues, mais la majorité des francophones d'Europe n'ont pas vu ces vidéos. Voilà, donc pareil pour myhouse.wat qui a passé le million, je crois. J'ai plus les chiffres exacts. Mais en fait, la vidéo myhouse.wat, c'est la vidéo qui m'a fait vraiment m'intéresser à Feldup. Je connaissais un peu son travail avant.
Mais je n'étais jamais rentré dedans parce que voilà, creepypasta, bon, disons que c'est pas ce qui me passionne, même si ça peut être intéressant. Je n'arrive plus à taper sur mon... Hop, 4 millions de vues. Waouh, 4 millions de vues. Je pense qu'une partie des viewers ne sont pas français d'ailleurs. Bref, ce qui est génial dans la vidéo de Feldup, alors la vidéo en soi est très bien, Feldup est très doué dans ce qu'il fait, mais ce qui est intéressant, c'est que le fameux mode de Doom93 qui commente, qui sert de fil rouge à la vidéo, le fameux myos.watt, c'est déjà un travail de ouf. Quand je dis travail, le mot est même... ça ne rend pas assez compte de ce que je ressens. C'est un travail, c'est une œuvre, il y a quelque chose d'artistique, il y a quelque chose de vertigineux, là encore, dans le mode en question. Et donc, au fur et à mesure qu'on descend dans le terrain du lapin avec Feldup, à chaque étage, on se dit, mais non, mais c'est pas possible. Je dis terrain du lapin, vous pouvez raisonner en termes d'iceberg si vous voulez, mais c'est pareil. Chaque couche, c'est plus fou. On est encore plus impressionné par le travail du gars ou des personnes, mais je crois que c'est une seule personne. Je dis du gars, la meuf, peu importe. La personne qui a fait myos.watt, qui de toute manière est anonyme, je crois. Plus on rentre, plus on est impressionné, quoi. C'est comme un peu, vous savez, vous êtes dans la campagne, vous voyez un truc au loin, ça a l'air d'être une montagne, et puis plus vous vous rapprochez, plus ça continue à grossir, et vous dites, mais quand est-ce que la montagne va arrêter de grossir, et quand est-ce qu'on va vraiment arriver au pied? Et donc ce wow effect, c'est un truc que vous pouvez provoquer soit avec la qualité de votre montage, soit avec une très très bonne écriture, mais c'est plus dur, parce que comme on dit, une photo c'est plus fort que des mots, et une vidéo c'est 24 photos par seconde. Donc évidemment que c'est plus facile de créer du wow effect avec le visuel qu'avec les mots, mais c'est faisable avec un très très bon script, très bien écrit, et notamment une très bonne conclusion. Et donc vous pouvez l'avoir sur le sujet commenté, ou sur le montage, ou sur un mélange des deux. Et Ego, c'est aussi quelqu'un qui essaie de faire ça, c'est particulièrement flagrant dans sa vidéo sur les trombones. Et là, il vous amène sur le wow effect, mais en fait, c'est le wow effect, il transcende toute sa vidéo, parce qu'à chaque fois, on découvre des trucs de plus en plus fous, de plus en plus compliqués dans le jeu de la vie, puis on découvre des trucs de plus en plus fous en dehors du jeu de la vie, et puis le truc ultime, c'est non seulement que c'est un truc encore plus fou, qui est la vraie vie, tout court, et notre place dans l'univers, etc., machin, et je pensais qu'il aurait plus mis d'accent là-dessus, sur les probabilités qu'une forme de vie intelligente apparaisse sur Terre ou pas, etc., machin. Il a un peu condensé le truc. C'est une apogée qui est censée vous faire un wow effect, mais toute la vidéo est construite sur du wow effect, parce que chaque fois c'est plus en plus mindfuck, etc. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Au passage, la vidéo n'est pas monétisée comme je le disais, par contre vous pouvez laisser un super, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça sur la version YouTube monétisée. Ma chaîne est éligible au super, donc si vous laissez un petit commentaire, un petit pourboire, ça commence à 2 €, ça monte jusqu'à 500 €, je crois. Ne laissez pas 500 € pour une vidéo de réaction. Mais voilà, vous pouvez me faire un petit don directement via YouTube. Ça fera plaisir, et ça m'aidera à payer l'eau citronnée que je bois pour préserver ma voix pendant ces tournages qui durent 1h27. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Laissez un commentaire. Donnez-moi des idées de vidéos ou de chaînes auxquelles vous voulez que je réagisse sous un angle analytique pour qu'on regarde ensemble leur storytelling. Prenez soin de vous, prenez soin du monde. Ça peut servir.